Voilà un étrange paradoxe. Les êtres humains n'ont jamais été aussi connectés de toute leur vie, mais pour autant, ils n'ont jamais été aussi seuls et en souffrance. Prenons quelques chiffres. Les jeunes passent en moyenne 70% de temps en moins en physique avec leurs amis qu'il y a 20 ans. 21 heures, c'est le temps que passent les Français en moyenne dans un espace clos coupé de l'extérieur. Pour finir, le nombre d'hommes qui déclarent n'avoir aucun ami proche a fait x5 en seulement 30 ans. Les jeunes, dont je fais partie, sont en train de connaître une révolution de taille dans l'histoire de l'humanité qui, petit à petit, est en train de nous manger et de nous détruire. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour se faire des amis, ils sont au mieux un moyen de les entretenir. Voilà une phrase que pourrait prononcer mon père. Il n'est pas de la même génération, il ne comprend pas un seul instant comment c'est possible de gagner de l'argent avec internet, bref, tout ça le dépasse. En effet, notre société évolue vite, peut-être même un petit peu trop, comparé à nos capacités d'adaptation naturelle. Une des différences majeures, dont on parle pas tant que ça, je trouve, repose sur notre rapport avec les relations humaines. Par exemple, d'après les recherches menées par Michael de Rosenfield, qui est un sociologue à Stanford, la manière dont on rencontre les gens, notamment les relations amoureuses, a beaucoup évolué. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2013, la manière la plus courante, aux États-Unis en tout cas, c'était par l'intermédiaire d'amis. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Le premier médium est devenu bien sûr Internet. En deuxième, les bars et les restaurants, et en troisième, les amis. Maintenant, ce n'est évidemment pas le seul changement. Le nombre de relations différentes qu'on connaît aujourd'hui, ne serait-ce que dans une seule journée, avec les interactions par les likes, par les commentaires, par les discussions, par les appels téléphoniques, les groupes Discord, les jeux vidéo, n'a absolument rien à voir avec le passé. D'après un sondage réalisé par l'IFOP, il semblerait que le nombre de relations optimales dans une journée se situe entre 3 et 10. Si on part du principe qu'envoyer un SMS est devenu une interaction, alors aujourd'hui, nous sommes à évidemment beaucoup plus en moyenne, mais malheureusement, et comme souvent, quand on a davantage de quantité, on y perd souvent en qualité. Maintenant, ce n'est pas tout, comme j'en ai parlé en introduction, nous passons beaucoup moins de temps en physique avec les autres. En moyenne, une baisse de 70% pour les jeunes comparés il y a 20 ans, et ça, ce n'est pas sans conséquence. Prenons cette étude menée par Crow-Henk et ses collaborateurs qui analysaient plus de 3000 étudiants pendant plus d'un mois pour connaître leur niveau de satisfaction en lien avec leurs relations. Ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, entre 5 et 7 fois, on leur demandait de reporter leurs relations ainsi que comment est-ce qu'ils se sentaient et comment est-ce qu'elles avaient été effectuées. Résultat, les interactions qui procurent le plus de plaisir sont celles qui ont eu lieu en physique, mais petite précision importante, c'est que celle qu'on a eue par l'intermédiaire des réseaux est quand même assez satisfaisante, ou en tout cas bien supérieure au fait d'en avoir aucune. Imaginez que je vous dis qu'on ait trouvé le secret du bonheur. Et attention, je parle pas ici d'une petite intuition, non, je parle d'une étude menée pendant plus de 85 ans à Harvard avec des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que ça vous intéresse? Faute d'avoir une réponse de votre part, puisque nous sommes malheureusement à distance, j'imagine, en tout cas je suppose que oui. Alors c'est simple, le secret repose sur le fait d'avoir des relations de qualité avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet Rosetto. Il est tout aussi important d'avoir des relations de qualité, notamment pour la longévité, que faire du sport, bien manger, bien dormir, etc. On comprend donc bien maintenant que le fait d'avoir des relations via internet soit beaucoup mieux que d'en avoir aucune. Cependant, n'oublions pas ça. La relation entre les réseaux sociaux et la vie sociale est comme la relation qu'entretient le porno et le sexe. Créer, connecter et entretenir des relations par l'intermédiaire d'internet, c'est génial. Mais malheureusement, la plupart des gens s'arrêtent là et c'est pas spécialement de leur faute parce que c'est en fait ce qu'on encourage. Aujourd'hui, nous vivons dans une vie étrange avec un changement de paradigme qui n'est pas des moindres puisque l'illusion prime sur le réel. En fait, la vie, ou en tout cas l'image qu'on en a créée, c'est un peu devenu comme Tinder. Le but, c'est pas de faire le plus de dates possible. Non. C'est d'avoir le plus de matchs. Sur les réseaux, ce qui compte, c'est pas de réussir à se faire un ami dans le monde réel. Non, ce qui compte, c'est d'avoir le plus de likes. En fait, c'est un peu comme si, et j'en suis évidemment le premier concerné, on avait refusé la vie. Ou en tout cas, une partie d'entre elles. Tinder, les réseaux, le porno, tous ces trucs, c'est très confortable. Tu contrôles tout, ton image,
ce que tu dis, ce que tu fais. Si t'en as marre, si tu t'ennuies, tu peux aller voir ailleurs, tu peux partir. Alors que dans la vie, dans le monde réel, ça ne ressemble pas à ça. Ou en tout cas, ça l'est, mais de manière beaucoup plus pulsatile. Voilà encore un paradoxe. Nous avons retiré les moments désagréables du quotidien, notamment la mise en relation avec les autres, et tout ce que ça implique, mais pourtant, nous n'avons jamais autant souffert. Est-ce que vous connaissez cet objet? Son nom, c'est Yupala, un truc qui est censé aider les enfants dans leur apprentissage de la marche. À première vue, cet objet paraît génial. Pourtant, en 2004, au Canada, il a été interdit à la vente, soi-disant parce qu'il était dangereux pour la santé. En effet, comme l'a déclaré Oded Terrad, une récente étude du service pédiatre de la faculté de médecine de Strasbourg montre que ces trotteurs sont responsables de plus de 40% des traumatismes crâniens recensés chez les enfants de moins de 12 mois. Alors, d'après vous, comment est-ce possible? Un objet qui est censé aider à la marche provoque des accidents. Le problème de cet objet, c'est qu'il donne à l'enfant l'illusion de savoir marcher. En gros, c'est l'imitation de l'expérimentation. Et malheureusement, ça ne marche pas. En effet, l'enfant n'a plus besoin de coordonner ses bras, d'être en contact du sol, ne ressent plus la chute, n'a plus de contact avec son centre de gravité. Bref, on a essayé de lui donner un coup de main pour apprendre à marcher en négligeant les processus naturels et obligatoires et indispensables de ce que l'apprentissage de la marche implique. Maintenant, on peut évidemment faire un parallèle avec les relations sociales. On a le droit d'utiliser des facilitateurs, tels que les réseaux sociaux, mais le problème, c'est que la plupart des gens se contentent de ça, et donc, dès qu'ils retournent dans la vie réelle, ils se cassent la gueule. Il me semble que nous n'avons pas bien saisi les règles du jeu. L'objectif n'est pas d'éviter la souffrance. L'objectif est d'apprendre à vivre avec la souffrance et de comprendre qu'elle fait partie intégrante de la vie. Socrate, il y a plusieurs centaines d'années, a eu une intuition à peu près similaire, mais cette fois sur les moyens de communication. Pour lui, l'écriture, le fait de communiquer par pigeon voyageur, était loin d'être aussi efficace qu'un bon face-à-face. Le fait de communiquer à distance ou en présentiel n'a pas exactement les mêmes impacts. On pourrait par exemple parler du rôle de l'ocytocine dans le contact physique et dans la sensation de bien-être que ça nous procure. On pourrait parler de la capacité à lire les émotions sur le visage de quelqu'un d'autre, ou encore à l'activation de nos sens, notamment la vue. Pourquoi courir sur un tapis, c'est différent que de courir dehors? Alors, évidemment, il y a pas mal de raisons. La première pourrait être le défilement du paysage, qui, comme l'a montré Andrew Huberman, a tendance à réduire le stress, chose qu'on ne connaît pas quand on court dans une salle de sport. Deuxième chose, c'est l'exposition à la lumière naturelle, et donc à la régulation, encore une fois de manière physiologique, de nos hormones et de notre rythme circadien. Autre différence, le parcours. Quand on court dehors, il y a des trottoirs, il y a des voitures, des fois on va se tordre un petit peu la cheville, etc. Alors que sur un tapis, on a retiré toute forme de volatilité. Ou en tout cas, on a essayé, et ça a plus tendance à nous fragiliser qu'à nous renforcer. Plus les choses deviennent faciles, plus nous entrons dans des mécanismes qui ne nécessitent aucune activité, et plus nous sommes malheureux. Comme l'a dit Colin Wilson, l'ennui, la passivité, la stagnation, c'est le début de la maladie mentale qui se propage comme l'écume sur un étang stagnant. La vie a voulu qu'à cet instant précis, il existe des villes comme Dubaï, qu'on ait la possibilité de regarder du porno en 2 clics, que les réseaux sociaux existent, qu'on puisse se faire livrer de la nourriture. Et s'opposer à ça, d'une certaine manière, c'est s'opposer encore une fois à la vie. Parce que certes, si ce n'est pas son état primitif, ça reste quand même un état évolué de celle-ci. Pendant longtemps, j'ai pensé à quitter les réseaux sociaux, même si c'était devenu mon métier. Parce que ça me faisait trop de mal, ça me faisait trop souffrir, c'était difficile à gérer, j'arrivais pas à avoir de contrôle sur ça et je me laissais bouffer. Mais en fait, pour moi, faire ça, c'était une manière d'échouer. Et encore une fois, de s'opposer à la vie et de ce qu'elle était devenue. Quand je suis rentré au lycée, en seconde,
je me suis retrouvé dans un endroit où je ne connaissais personne. Les premiers jours étaient compliqués. Ça m'est arrivé de manger seul, d'être assis tout seul au fond de la classe, de passer mes récrés sur mon téléphone. Puis un jour, je m'en souviens très bien, j'étais au coin fumeur et j'ai rencontré des gars qui parlaient de Fortnite. Je suis allé vers eux, je leur ai dit que moi aussi ça m'arrivait de jouer, et puis le soir même, on a commencé à faire des parties ensemble. 3 mois plus tard, c'était devenu mes meilleurs amis. On a même formé un groupe qui s'appelait ADS, et avec eux, on a fait les 400 coups. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, si je jouais pas aux jeux vidéo, je les aurais jamais rencontrés. Maintenant, et ce qui a fait qu'on est devenus réellement potes, c'est que quand j'arrivais au lycée, on discutait, on se voyait, on a commencé à manger ensemble, puis on a commencé à faire des soirées ensemble. Et les trucs qui m'ont le plus marqué dans ces amitiés, c'est pas nos games sur Fortnite, non. C'était nos soirées, nos discussions, les séances de sport qu'on faisait, les conneries, bref, tous les trucs qu'on faisait dans le réel. Pour Einstein, il existe 3 niveaux de compréhension. L'information, le savoir et la connaissance. Pour réussir à transformer une information, c'est-à-dire quelque chose de brut comme ça, un mot par exemple que je vais lire dans ce livre, pour le transformer en connaissance, il y a un seul et unique moyen, c'est de passer par l'expérimentation dans le réel. Et donc, à notre échelle aujourd'hui, nous cumulons les informations et ce qui, pour les rapports et les relations sociales, pourrait être les interactions, les likes, les messages, mais la plupart d'entre nous oublions de transformer ça en connaissance, oublions de transformer ça en amitié. Et donc, c'est justement là et la direction vers laquelle je te pousse à aller. Ne tombons pas dans l'illusion. L'information, les messages, les interactions sur Internet ne sont pas l'expérimentation, ne sont pas des connaissances, ne sont pas des amitiés. Et ça, il faut absolument ne pas l'oublier. Chaque instinct humain est aiguisé non pas pour vivre seul, mais pour vivre en tribu. Les humains ont autant besoin de tribus que les abeilles ont besoin d'une ruche. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée et si le cœur t'en dit, tu peux la liker. C'était Dali, à bientôt.